Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, c'est la version du vendredi, c'est donc le Before, avec évidemment beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé hier soir, encore une fois, lors de la manche numéro 4 du championnat de Suisse de hockey sur glace. On parlera peut-être aussi un tout petit peu des U18 Suisses qui se sont inclinés face à la Finlande sur le score de 4-2. C'était du côté de Bâle à l'occasion de l'ouverture du championnat du monde de hockey sur glace des U18 justement. Et comme d'habitude, eh bien, le vendredi, nos deux compères habituels sont avec nous, à savoir Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. On se retrouve encore une fois par Zoom aujourd'hui. On se retrouvera par contre devant de vrais micros. Ce sera la semaine prochaine pour les prochaines éditions. Il y aura encore 3 éditions du premier bloc la semaine prochaine, puisqu'on a la garantie d'avoir au moins 6 matchs. Et donc on a décidé de continuer jusqu'au bout, évidemment, nos 3 émissions par semaine. Alors messieurs, on va garder par contre le même menu et on va commencer avec Laurent Perroton. Voilà, je crois que le menu il est fait, hein. On a en gros évoqué les 2 principaux événements. Il y a peut-être quelques news qui ont aussi retenu votre attention. On en parlera peut-être en fin d'émission si on a le temps. Il y a aussi quelques questions d'auditeurs. Christian Ponty, allez-y avec votre petite parenthèse NHL, pourquoi pas? Ou pas? Mais marquant NHL, ouais. Allez-y. Alors moi j'ai marqué New Jersey double high, 2 fois 1-5, 2-0 dans la série pour les Rangers. C'est un peu un grand classique. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Alors, évidemment, on est sur tranchant, mais quand même, j'avoue que sur le fond, ça me fait un peu mal au cœur pour cette équipe de jeunes. Mais voilà, encore une fois, je pense que gagner la NHL, c'est une somme d'expérience aussi. Maintenant, ça me fait un peu penser à ces équipes en Suisse qui ont dominé la saison régulière et qui arrivent en play-off. Et là, ils se prennent 2 fois 5-1 contre les New York Rangers, qui est une équipe avec l'expérience, mais surtout qui s'est vachement renforcée, notamment avec Patrick Kane avant les play-offs. Et puis surtout, alors contrairement, moi j'ai un petit peu, j'avoue pas beaucoup, mais un petit peu regardé les play-offs en NHL, ça joue très physique, hein. Et le problème, c'est que quand tu as une équipe très jeune, c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, mais ça frappe beaucoup. Et là, ils se sont pris 2 fois 5-1 sur leur patinoire, 2-0 dans la série. Les 2 prochains matchs, c'est à New York, sur la patinoire des Rangers, ça va être compliqué. Alors, comme tu l'as très bien dit, Philippe, c'est à double tranchant, hein. Ça peut aussi dire que peut-être qu'on aura une super équipe de Suisse. Mais sur le fond, je suis quand même pas hyper content avec ça. Puis l'autre chose quand même, parce que il y a des tours de NHL partout, mais il y a quand même une autre rencontre qui a retenu mon attention, c'est Toronto qui a perdu contre Tampa. Parce que le problème, c'est que Toronto, depuis des années, ils ont des grosses équipes, mais c'est pas une équipe de playoff. Et chaque fois, ils ont une pression monstrueuse. Donc là, ils viennent de prendre un 7-3 contre Tampa, qu'on disait un petit peu en fin de cycle parce qu'ils ont beaucoup gagné. Donc voilà, c'est une belle série intéressante, mais c'est surtout une série où une fois de plus, à Toronto, c'est très dur de gagner parce que tu as une pression hors norme. Voilà, c'est pour moi les 2 faits marquants. Bon, tant mieux de tout à l'heure, c'était évidemment un peu un tant mieux ironique parce qu'effectivement, on pense à l'équipe nationale. C'est vrai qu'avec les 3 voire 4 joueurs de New Jersey dans les rangs de l'équipe de Suisse, ça changerait peut-être un tout petit peu la donne, n'est-ce pas, Laurent Perroton? Et même les gardiens. Oui, effectivement, ce qui est compliqué pour les grosses nations aujourd'hui dans, on va dire, le top 8, c'est que les joueurs NHL, tu dois aussi compter avec par rapport à leur série. Et évidemment, dans le profil des joueurs NHL, tu vas composer ton équipe. Donc, c'est très, très difficile. Il y a beaucoup de choix qui sont faits au dernier moment pour les coaching staff, pour les championnats du monde, par rapport aux joueurs éliminés en NHL et au profil des joueurs. Ouais.
D'autres petites news, Christian? Non, Non. après, j'ai juste noté quand même que j'ai vu que la sélection tchèque, donc Hrubeč annoncé partant pour le mondial, et puis qui récupère aussi Kubalik, on le connaît très bien, hein, puisqu'il a joué à Mhm. Ambry, mais il a fait une très très bonne, enfin, il a fait des très bonnes saisons à Chicago, et puis il sera aussi présent. Alors, finalement, c'est toujours à double tranchant, tu te fais éliminer, mais ça veut dire que tu auras un Hrubeč qui sera reposé. Et puis, même chose pour Kubalik. Donc, c'est incroyable ce mondial parce que finalement, on dépend tellement des championnats respectifs parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs d'une finale, mais si les gars ils sont cramés, ben, en plus, ben, le problème, c'est le mondial, c'est que c'est un match tous les 2 jours. Donc, si tu arrives cramé, voilà. Alors, c'est aussi l'éternel problème de il faut un mondial chaque année parce qu'économiquement, on en a besoin. Mais en fonction des joueurs, c'est un peu la tombola. Ouais. Mais la tombola, une fois, elle pourrait bien aussi tomber pour la Suisse. Avec Lynn Verdet, c'est un très bon exemple. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec Josie, mais voilà, c'est juste pour dire. Ouais. Bien, on va aborder notre première rubrique habituelle. Ce sont les casques de plomb et les casques d'or. On commence dans le positif ou le négatif, Laurent Perroton? Bah, le positif, Allons-y, j'y vais. on vous écoute. Vas-y, Lolo. J'espère que je n'ai pas les mêmes que vous, mais on verra. Donc, Moi, j'ai deux options toujours maintenant. Même mon, sacrément, mon, hein. mon casque d'or va à Alessio Bertaggia. Le petit Ouais, joueur voilà. de poche de 29 ans, 18 sélections avec la team Suisse A, il a quand même 18 sélections, vient de vivre une première saison très compliquée au Genève Servette, hein. Le Luganais a en effet eu très peu de temps de jeu avec une production de 4 points, alors que la précédente saison, lors de la saison régulière, il avait obtenu 23 points. Lors de cette finale, sa fraîcheur physique et due à son utilisation réduite et sa vitesse font un duo compétitif qui permet à Alessio d'avoir des excellentes statistiques avec 3 points. Donc, il est deuxième scoreur de son équipe. Il a été décisif lors de l'acte 4 sur le goal numéro 1 et le goal numéro 3. L'acte 4 qui était très important pour Genève. Une mention spéciale surtout à son attitude et à sa bonne humeur avec ses coéquipiers malgré ses soucis personnels. Il a toujours mis en avant son équipe et il est récompensé avec des splendides passes pardon, pour Marc-Antoine Pouliot hier soir. Donc moi, toute l'année, on a été voir Genève et toute l'année, on était frustrés pour lui parce qu'avec le peu de temps de jeu, il y a eu des matchs où il s'est procuré 3-4 grosses occasions et puis ça a pas fonctionné. Du coup, plus avançait la saison, plus son temps de jeu a réduit. Parce que du coup, au niveau de Yann Cadieux, on n'était pas content de ses performances et du statut qu'on voulait lui donner en début de saison. Et puis là, ben, hier soir, il a été très, très dominant. Il aurait même pu, sur un coast-to-coast, faire la différence. Il a débordé et puis il s'attirait à faire un bel arrêt. Donc, vraiment très, très heureux pour ce joueur, en fait. Ouais. Christian Ponty. Ouais, alors moi, pour compléter ce que Laurent vient de dire, c'était un de mes choix. J'ai toujours un plan B avec Laurent parce que, comme je l'ai souvent dit, je n'étais pas son assistant parce on voit le hockey de la même manière. Et c'est vrai qu'il était incroyable, le quatrième bloc, mais spécialement lui, c'était le moteur du quatrième bloc. Du coup, moi, je vais parler de mon plan B parce que je vais un peu développer après ce que Laurent vient de dire, parce que j'ai eu la chance d'être hier soir au match et en plus, le premier tiers, je l'ai vu depuis le bord de la glace, donc c'était assez intéressant. Donc moi, mon plan B, dont mon casque d'or, donc, ben, c'est pour les fans et le public de Genève hier soir. Franchement, hier soir, c'était un match de playoff, mais avec une ambiance de playoff saine, avec un public de Genève dans le secteur visiteur qui a mis une ambiance incroyable, mais vraiment incroyable, et bon enfant, je précise, parce que à un moment donné, il y a eu 2, 3 décisions arbitrales, machin, mais franchement, j'ai l'impression que le public a compris la situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'hier soir, Genève jouait gros, parce que si tu perds hier soir, bah, derrière, tu as 2 balles de match pour Bienne. Et ils ont vraiment joué leur rôle. Et moi, j'ai trouvé que c'était. J'ai souvent dit que des fois, il y avait une ambiance moyenne du côté de Genève. Mais là, ils ont mis une ambiance terrible dans la patinoire à Bienne. Et ils ont vraiment joué leur rôle de sixième homme. Donc, je pense qu'il faut une fois le mettre en avant. Et du coup, vu que Bertaggia a déjà été cité par Laurent, moi, je dirais le public de Genève, les fans de Genève, tout ça. Et en plus, je pense que sans rire, 30 minutes après, ils étaient tous là encore. Ils chantaient, il y avait une ambiance terrible. C'était vraiment, c'est comme ça que j'aime les PF. Voilà. Ouais.
Alors moi de mon côté, vous savez, moi je vais pas, je mets pas de fioriture et je vais lier mon casque d'or à mon casque de plomb. Le casque d'or, et ça va pas trop vous étonner parce que je suis vraiment impressionné encore une fois. Je vais le remettre à Robert Mayer encore une fois parce que je pense que ce gars-là est en train de faire pencher la série en faveur de Genève Servette. Et je ne soulignerai jamais assez, à mon avis, l'impact qu'il a aujourd'hui. Et je reviens avec ma fameuse idée de MVP pour un gardien, c'est plutôt rare, mais franchement, MVP des playoffs, je le vois assez à ce niveau-là, même si ça fait sourire Laurent Perroton. Et si je lis mon casque d'or à mon casque de plomb, même si ça m'embête parce qu'il ne mérite pas, si on veut, ce casque de plomb, c'est Salinen. Mais pourquoi Salinen? Bah, tout simplement parce que s'il marque le 2-0, j'ai l'impression que la série, elle est finie. Si Genève Servette est mené 2-0 hier soir, Genève Servette ne revient pas et ça nous fait 3-1 pour Vienne et le titre est presque joué. Voilà, c'est un sentiment, ça reste un seul sentiment. Mais j'avais envie de le dire. Mais je ne suis pas très heureux avec mes casques de plomb non plus ces temps-ci. Donc je fais attention. D'ailleurs, j'en profiter. Malheureusement, j'ai le nom qui m'échappe maintenant, mais un auditeur régulier nous a écrit pour nous dire que je ne défendais pas trop les arbitres par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Encore une fois, je n'ai pas dans mon casque de plomb attaqué les arbitres. C'est plutôt le fait que ces arbitres n'aient pas été voir la vidéo. Et ça, je ne peux pas comprendre. Par contre, je suis bien conscient de la difficulté qu'il y a à arbitrer. C'est évident. Donc voilà, ça, je voulais juste mettre cette petite parenthèse, mais donc je reviens donc sur mon casque d'or pour Robert Mayer, que je lis au casque de plomb pour Salinen uniquement, mais je dis bien uniquement, parce que celui-ci n'a pas réussi à marquer ce 2-0 qui pour moi aurait été décisif. Je ne sais pas si ça suscite une réaction chez vous, messieurs. Oui, moi, ce que j'avais noté dans l'analyse du match, c'est surtout l'entame de match encore difficile pour Genève. Kessler a trois grosses chances. Il en met une seule, mais il y en a une deuxième où Maillard fait un arrêt extraordinaire. Et sur l'arrêt de Salinen, Salinen doit monter le puck. Et dans son déplacement, il est dans le bon timing et il arrive à sauver Genève. Et je vous rejoins sur le fait que à 2-0, ça aurait été très, très compliqué. Donc voilà, maintenant ça fait partie des séries. On se rappelle dans la promotion relégation avec Chaux-de-Fonds, le match 3, il y a une balle un puck de 2-0 et puis on marque pas du côté de Topping et puis du coup ça tourne complètement la série. Donc évidemment que ça fait partie de cela et Robert Maillard jusqu'à présent est vraiment très performant. Question? Ouais, alors, moi, c'est marrant parce que j'ai mis un casque d'or justement à Robert Mayer, je crois, il y a un ou deux matchs, sauf erreur. Mais en même temps, pour moi, ça peut devenir le talon d'Achille de Genève parce qu'il joue beaucoup. Et moi, j'étais au match hier, et surtout le premier tiers, je vous jure, j'ai vu les duels, et mais l'intensité physique, elle est incroyable. Et en termes de shoot, de concentration, c'est énorme. Et je pense que je sais pas à combien il est, mais je pense qu'il a genre 7 8 matchs d'affilée. Et moi, je pense que sur une série, Plus. ouais, voire plus, ce que je veux dire, Je c'est, dirais 8 matchs, ouais, 8 matchs. voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Parce que le problème, c'est que 8 matchs, ok, mais 8 matchs de quel niveau? Il est juste, pour moi, je le dis depuis un moment, c'est du Giannoni, quoi. Et en Moi, fait, non, mais je te dis des bêtises, mais je dirais 10 matchs parce que 2 matchs contre Lugano, 4 matchs contre Zouk, ça a duré la série. Donc, il est même à 11 matchs, je dirais, d'affilée. Faut que je contrôle, donc, mais je dirais 11 matchs. c'est pour ça qu'à mon avis, la gestion du coaching et puis au niveau des gardiens aussi peut être importante. Alors, j'avoue, hein, il ne faiblit pas, ça c'est incroyable. Mais j'ai juste peur qu'à un moment, la fatigue, mais aussi la fatigue simplement mentale, hein. Quand tu as joué beaucoup, puis quand tu joues tous les 2 jours, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas avoir un blanc. Donc, j'espère juste que ça ne sera pas fatal parce qu'il ne mérite pas ça, parce que franchement, pour l'instant, il est stratosphérique. Et c'est ce que je dis, c'est des playoffs à la Giannoni. Donc, ouais, je suis d'accord avec ton casque d'or, Philippe. Hallucinant devant les filets. Il y a franchement, c'est difficile d'approcher le filet. On le voit, il prend plus de place que d'habitude, je trouve. Il prend vraiment une place énorme. Il a son style, évidemment, qui fait que de toute façon, il prend un peu de la place, même s'il s'est bien calmé. Mais c'est vraiment son attitude générale je me suis dit, mais quel grand gardien. Voilà, c'était ça. Mais tu sais, Philippe, moi, Voilà. je vais dire un truc. Pour moi, euh, Robert Mayer m'étonne en termes de playoffs autant que Tanner m'impressionne en termes de playoffs. Ça veut dire que c'est des gars que j'attendais pas à un niveau aussi élevé sur ces playoffs. La question, c'est combien de temps ils vont réussir à le tenir.
Et s'ils tiennent jusqu'au bout, effectivement, ils Voilà. vont donner beaucoup Ou de donc, chance à Genève de gagner. ouais. Pour ajouter sur Maillère, c'est un poste qui m'intéresse beaucoup, les gardiens. Ce que j'ai noté, moi, c'est que, en fait, le fait d'avoir changé un peu son attitude et comme il est plus calme, Philippe, vous avez dit qu'il vous paraît plus gros, mais c'est parce que, en fait, il laisse toujours l'adversaire prendre ses décisions et dans son timing, il est toujours très agressif et dans le bon déplacement. Quand vous êtes trop nerveux, des fois, vous allez trop vite dans votre déplacement et ça ouvre les lignes de shoot. Et là-dessus, il est très, très précis, il est très, très, très propre techniquement. Et ce qui amène, il est aussi très propre techniquement et à la fois très combattant. C'est-à-dire que sur la deuxième action de Kessler où il lui fait le backhand entre les jambes, là, il l'arrête de la jambière et après il se bat pour la ramener avec sa canne et le bloquer. Il est propre techniquement, mais en même temps il est combattant. Donc ces deux forces-là alliées arrivent à lui donner des performances de très haut niveau. Ouais, d'ailleurs, vraiment pour compléter encore ce que tu viens de dire, Lolo, moi je pense que finalement, il a un truc qu'il a en plus par rapport à avant, c'est comme il est plus calme et plus posé, il a une meilleure lecture de jeu. Et en fait, c'est pour ça que je parle de Giannoni, parce que ça me fait beaucoup penser à... Moi, je dis, il fait des playoffs à la Giannoni. Alors j'espère pour lui que ça aille jusqu'au bout, parce qu'en général, quand Johnny fait des bonnes playoffs, bah, il est champion. Bien, on va revenir évidemment sur cette finale dans la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? On part avec quelques questions des auditeurs? On a, On on a a, des on n'a pas casques, on a donné, des casques, on a des on a des casques. casques de plomb, on n'a pas donné encore, On nous. n'a pas donné les caisses de... Ah oui, moi j'ai donné le Non. mien. C'est vrai que je me réjouis de vous écouter. C'est vrai, j'oubliais. Alors moi je l'ai mis, bah, je pense qu'avec Christian on a le même, mais on verra, mais à Marco Morer pour sa deuxième pénalité de match. La première rétroactive sur un immense slashing sur Tino Kessler lors de l'acte 1, c'était déjà un peu limite parce que c'est du hockey des années 2000 là. Ensuite, il est de nouveau sanctionné hier soir lors de l'acte 4 à la 17e minute pour une pénalité de 20 minutes pour comportement antisportif envers les officiels, hein. Il a eu des mots trop On forts a selon les, parlé. les officiels. Mais ça, à la rigueur, moi, j'arrive pas à comprendre lors d'une finale. Il est suspendu pour un match et écope d'une amende de 1500 francs. Donc ça, c'est le PSO qui a déterminé ça. Et moi, là, je vais parler du coaching. Le coaching staff doit être extrêmement agacé parce que en effet, Vatanen est diminué. Volmin se retrouve en sixième défenseur et dès qu'il y a beaucoup de jeux physiques, il est en grande difficulté dans le défi physique. Et Genève Servette n'est pas à l'abri d'une blessure en défense. Vous imaginez sur l'acte 5 qui va être très important samedi, un block shot, vous cassez quelque chose et puis d'un coup il y a un joueur sur un check qui vous avez plus qu'un top 4 pour jouer contre une finale. Donc c'est pour ça que l'effectif en qualité, en quantité à Genève, il est bon, mais il n'est pas exponentiel. Et puis surtout, on a déjà Vatanen qui est fragilisé. Donc l'effectif deviendrait très mince pardon, et pourrait impacter les résultats des rencontres encore à jouer. Et le match, l'acte 5 va donner, c'est un best-of free, hein, comme vous avez dit dans votre article sur Planète Hockey, mais ça va donner déjà une balle de match. Une balle de match à l'équipe qui va l'emporter. Donc là, le fait que Morer, heureusement, hier soir, il s'en sort bien. Mais lors de l'acte 5, si je suis le coach de Bienne, moi, je demande de mettre de la pression sur certains défenseurs pour pouvoir les fatiguer et puis les sortir un petit peu du match. Donc, vraiment une très mauvaise pénalité. Et surtout lorsque tu en as déjà pris une rétroactive lors de l'acte 1, tu sais que en cas de pénalité majeure, tu vas être suspendu. Et donc là, tu penses qu'à toi, ou t'es déconnecté de la réalité et tu as les fils qui se touchent parce que c'est pas possible de faire ça, surtout sur une action un petit peu litigieuse. Mais voilà, en playoff, les playoffs en Suisse, c'est vraiment très cool. Je vois pas pourquoi tu vas t'énerver après l'arbitre et surtout que t'es pas un jeune joueur, tu as de l'expérience. Donc vraiment casque de plomb pour Marco Morer. Question. Ouais. Alors effectivement, c'était du coup j'ai un plan B, hein, mais c'était Morer. Mais je rajoute juste un truc, c'est ce qui me dérange avec Morer, c'est que en quoi il est utile? Bah, c'est son jeu physique. Le problème, c'est que bah, il fait du jeu physique des années 2000 et ça, c'est pas terrible. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que pour moi, il n'a pas su s'adapter. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'effectivement, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va le remplacer, c'est un Volmin qui est pas du tout physique. Et ça veut dire surutilisation dans le coultre, dans Carrère, etc., etc. Et vu comme les matchs sont serrés, c'est pour ça que je dis ce qui était intéressant, parce que j'ai vu avec les gars de Léman Bleu le premier tiers au bord de la bande, je peux vous dire que physiquement, mais c'est terrible, terrible.
derrière les goals. Et là, franchement, ce qu'il vient de faire Moret par rapport à Genève, il s'est tiré une balle dans le pied parce que on avait besoin de sa grosseur, mais canalisée, ce qu'il n'a pas toujours fait, mais il a aussi fait. Et puis là, c'est juste pas possible de faire ça. Et moi, je dis, les conséquences de ça, en plus, il avait un carton, on le savait. Alors que tu prennes un carton et puis derrière, tu te fasses suspendre parce que tu as parlé aux arbitres, c'est quand même un peu con. Parce que si tu fais une grosse charge, ok, mais pas pour parler aux arbitres. Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est pas terrible. Alors, moi, je vais juste venir sur mon casse de plomb. Donc, mon deuxième, mon plan B, c'est pour Monsieur Mark Crawford. Ah bon. Pour sa manière de Ok. continuer. Non, non, mais là, mais Ah, c'est juste énorme. qu'est-ce qui se passe? J'explique. Pour sa manière de continuer de noyer le poisson. Donc, moi, j'en ai un peu marre du hockey nord-américain où on se fout de la gueule du monde, où on explique plein de choses pour surtout pas parler de soi et de ses bêtises. Donc, il a dit à propos de Alexandre Texier, il n'avait pas la tête avec Zurich selon Crawford. Il a donc sur une chaîne canadienne, il a dit que c'était évident qu'on savait qu'il allait retourner en NHL. Je crois qu'il sera meilleur quand il sera concentré sur une seule chose à la fois. Donc, Monsieur Crawford, on attend toujours le bilan de votre saison. Crawford, il a dit que moi, je veux juste préciser quand même que Crawford, il avait quand même une équipe complète à part Hollenstein qui était blessé, avec, je pense, un des deux plus gros budgets de Suisse. Donc, osez dire que sans parler de lui, à aucun moment, ni de Zurich, de dire que Texier, il a été moyen parce qu'il avait qu'une chose en tête, c'est de retourner en NHL, ça me fait un peu sourire. Je trouve que c'était gonflé de le dire. Et pour moi, ça mérite un casque de plomb. Voilà. Ok, ben, on n'est pas loin de partager la même analyse, en fait, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de remise en question du côté de Zurich. Et comme je le disais il n'y a pas très longtemps, ça Non, fait de 5 ans Crawford. qu'on ne gagne rien. Et c'est parti pour une sixième saison si on garde ce même état d'esprit. Mais le problème à Zurich, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment table rase puisque tout le monde est sous contrat. C'est un petit peu ça le problème. C'est un petit peu comme dans d'autres clubs qui se sont mis en difficulté en signant des contrats très longs avec de très nombreux joueurs, souvent trop onéreux. Vous savez de quel club je veux parler, hein, c'est de Lausanne. Mais c'est vrai qu'à Zurich, c'est presque encore plus criant, quoi. Ouais, mais bon, Zurich ils étaient au moins en playoff et en demi, hein, je veux dire, Oui. entre nous. Bon. Bon, voilà, c'était donc nos casques pour aujourd'hui. On passe aux quelques questions des auditeurs ou on évoque rapidement d'abord les U18? Non, mais on passe avec les questions, puis après on Allez, viendra sur les U18. vous ouvrez les feux ou bien j'y vais? Non, non, moi, j'ai pas de questions aujourd'hui, mon Alors cher moi j'en ai Philippe. deux ou trois comme ça que j'ai sélectionné. Je vais commencer peut-être par la plus sympa, enfin celle qui me fait le plus marrer. Il y a un joueur j'imagine, oui, en fait elle m'a expliqué, je vous résume hein, parce qu'elle elle m'a envoyé une bafouille comme ça, c'est Isabelle de Valorbe qui est tombée sur une news où elle a vu qu'un joueur de NHL avait reçu 75 points de suture et avait continué le match. Alors, elle me demande comment il se fait que les hockeyeurs, ils arrivent à jouer dans des conditions extrêmes comme ça, et puis que les footballeurs, ils ont un corps au pied, puis ils ont un arrêt de travail de 3 semaines. Voilà. Alors, il faut quand même. Alors, Alors, je vais vous répondre. l'effort physique est quand même différent. Elle parlait aussi en résumé, hein, du fait que l'on aligne les matchs tous les 2 jours en hockey, ce qu'on n'arrive pas à faire en football. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus, messieurs. Bah alors déjà pour parler de cette situation, donc 75 points de suture pour Morgan Baron Ouais, après c'est ça. avoir reçu. En fait, il y avait un cafouillage devant la cage et il y a le gardien qui s'est retrouvé un petit peu emporté par le cafouillage et qui est un petit peu dos au jeu et qui veut bloquer le puck. Et en bloquant le puck, il remonte sa lame et à ce moment-là, Baron prend le patin en plein visage. Donc 75 points de suture. Donc il a mis une photo de lui sur Twitter après le match. Ouais, c'est Frankenstein, hein. Et il s'est fait recoudre, puis il a mis une grille. Puis il a mis une protection faciale, et puis il est miraculeusement revenu au jeu après avoir eu les points de suture. Donc, ouais, c'est les playoffs. Et c'est vrai que pour répondre à cette dame, le problème du hockey, c'est que l'été, physiquement, c'est assez lourd. Franchement, c'est des fois même pas amusant du tout. Vous devez prendre de la masse, vous faites des choses et ça reste un jeu. Donc, un sport collectif, c'est un jeu et puis tu t'amuses. Et puis quand il y a tellement d'intensité dans le jeu que tu dois beaucoup travailler physiquement. Donc, l'été, tu t'amuses pas. Maintenant, on a un peu varié les choses avec beaucoup de variations dans la préparation physique et notamment, on a instauré peut-être une ou deux fois la glace
par semaine. Donc, tu vois ton évolution et ça t'amène des choses dans le jeu. C'est là où les préparateurs physiques ont progressé, c'est que quand ils vont faire des choses, ils t'expliquent ce qui va t'améliorer sur la glace. Donc, ça fait travailler plus les joueurs. Et puis après, la saison régulière, finalement, c'est très long. Et puis, pour être finalement jouer les playoffs. Quand tu joues les playoffs, là, en fait, tu as travaillé pendant 8 mois pour avoir un mois de bonheur. Et du coup, tu peux pas rater ça. On a tous vécu ça. On a joué avec des doigts cassés, on a joué avec des poches de glace, on a joué avec des infiltrations. Et on voit qu'en finale, à mon avis, le médecin a beaucoup de travail au niveau des piqûres avant les matchs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont infiltrés pour soulager la douleur. Donc, aussi au niveau des moyens médicaux, on a beaucoup progressé. Donc, évidemment, tout ça. Mais là où c'est exceptionnel, c'est que beaucoup de joueurs, après 75 points, ne seraient pas revenus au jeu. Donc, ça prouve aussi la force mentale du gars et il est capable. Et puis aussi, tu donnes un signal fort à ton équipe parce qu'en faisant ça, tout le monde a envie de jouer pour toi parce que là, c'est incroyable. Et puis en face, ils se disent, hey, le gars, il a 75 points de suture et il revient en jeu. Donc attention, ça va être compliqué. C'est vraiment une équipe de guerriers. Donc il y a cet aspect mental aussi qui rentre en ligne de compte. Mais respect, on a tous eu des grosses blessures en jouant blessé, en cachant aussi un petit peu nos blessures. Mais là c'est vraiment, vraiment solide sur une grave blessure comme ça, une grosse coupure. Ouais, et puis, bon, il y a aussi cette remarque par rapport au football, où il est vrai qu'on ne voit jamais en football 2 matchs qui se déroulent 2 jours consécutivement ou 2 matchs en 3 jours. Alors, ok, on est capable de le faire, mais l'effort n'est pas tout à fait le même non plus quand même, hein. Non, c'est surtout c'est des efforts, c'est intermittent, c'est-à-dire que c'est le sport collectif le plus rapide du monde. Donc, ça veut dire que si vous faites un shift à fond pendant 35 secondes, il faut changer parce que au niveau de la VO2 max, vous avez du mal à respirer et puis l'intensité. Donc, c'est pour ça que ça donne un sport si joli à regarder parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Et puis, les équipes comme Bienne, lorsque ça joue à 5 contre 5, c'est un temps de travail, 3 temps de repos. Et par rapport au foot, mais par contre, tout le monde parle du foot et moi, je défends un peu les footballeurs. J'ai joué beaucoup étant jeune, je faisais les deux. Quand vous prenez un tacle avec les crampons et qu'il fait froid l'hiver, je peux vous dire que vous glissez pas sur le terrain et c'est beaucoup plus traumatisant et il y a beaucoup plus de graves blessures au foot qu'au hockey parce qu'on a la chance d'être bien équipé et de glisser. Donc par contre, c'est beaucoup plus spectaculaire et c'est vrai qu'au niveau mental, on est beaucoup plus, on se rapprocherait du rugby. Mais par contre, le foot reste quand même dans des gros matchs. Vous vous rappelez quand vous jouiez l'Italie à l'époque, fallait y aller dans la surface, hein. Donc chaque sport a ses particularités, mais je crois que le hockey, c'est vrai qu'au niveau mental, quand c'est les playoffs, on est prêt à tout pour jouer ces playoffs, quoi. Ouais. Ouais, j'ajouterais surtout qu'il y a une énorme différence de mentalité. Nous, on se rapproche plus justement du rugby, voire du handball. Et puis surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Le hockey, souvent, tu as des blessures qui sont spectaculaires avec justement où il y a du sang, parce que des fois, on se coupe et autres. Mais finalement, les blessures où il y a du sang, des fois, elles sont moins graves que celles où finalement, parce que l'exemple du foot, c'est qu'on joue avec les plus gros muscles du corps. Donc, quand tu te fais un tacle et puis que tu te prends un genou, bah, des fois, ça fait. Le gars, il crie et tout, tu te dis, ah, il fait du cinéma. Mais souvent, il se touche les ménisques, enfin, il touche les gros muscles du corps. Donc, c'est un peu différent, mais c'est surtout une autre approche au niveau de la mentalité parce que justement, ben, après, Laurent l'a expliqué, par exemple, avec notamment les pays latins, il y a beaucoup de cinéma, il y a nettement moins. On n'a pas cette culture-là au niveau du hockey. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a même beaucoup de joueurs qui ont une certaine fierté. Et puis moi, je pense par exemple à un gars comme Boison, quand il avait joué à l'époque à Saint-Louis, il avait une énorme coupure au visage. Moi, j'avais vu un reportage sur lui à sa femme qui regardait le match en direct. C'était juste. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque un trophée, quoi. Il est fier de ça parce que c'est le prix qu'il a payé pour la NHL. Et quand tu connais les besoins, et puis quand tu sais comme ils sont durs ou mal, et enfin voilà, ça fait partie un petit peu d'un tout. Et c'est pas la même approche sportive. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le gars, il a été fort dans la tête. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu te fais recoudre sur le moment, avec l'endorphine, tu sens pas forcément beaucoup la douleur. Et puis après, on t'endort. Donc finalement, quand tu as un focus, puis que tu es tellement concentré, puis que tu veux tellement aller sur la glace, qu'avec un analgésique et puis une piqûre, tu y vas en fait. Finalement, c'est pas si. Je veux pas dire que c'est pas incroyable, mais c'est pas si incroyable que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon,
Maintenant, ce qu'ils ont changé aussi, c'est que si c'est des petites coupures, ils ont de la colle, donc ça va très très vite Ah et ouais, c'est c'est très ça. très propre. Et puis, Stérile colle, machin. la plupart des joueurs ne veulent pas se faire endormir, hein. Ils veulent ça, on recoue à vif parce que justement, pour pouvoir rejouer après. Donc, moi, ce que je me rappelle, c'est quand tu te faisais couper et que tu faisais accélérer le médecin pour retourner au jeu, quoi. Le gars, allez, vas-y, coupe plus vite, quoi. Donc, Mais c'était moi, j'ai assez, vu, assez drôle. alors tu dis ça, Laurent, moi j'ai vu Boruslav Eberman qui joue avec Lausanne, avec Novak Eberman, se faire recoudre sur le banc devant le gars, à 5 mètres du gars qui venait de lui mettre un slashing au visage. Il avait la pommette ouverte, il a eu 5-6 points de suture. Eberman regardait le joueur qui avait mis un slash en train de se faire recoudre. Et je vous garantis qu'il est rentré sur la pâteau derrière, il était déchaîné, quoi. Enfin, juste pour dire, en termes d'esprit, c'était incroyable. Alors, on enchaîne avec la deuxième question d'un auditeur. Il est genevois, c'est Kevin, de Genève même. Euh, une question qui est liée à la performance de Vatanen. Peut-on encore compter sur Vatanen pour une saison complète? Bon, c'est trop tôt pour Question, le dire. Moi, je pense hein. que c'est des gars qui ont l'habitude d'être blessés et de se guérir. En fait, mais évidemment, que ça dépend toujours de la gravité des blessures. Si c'est une blessure très grave, ce qu'il a eu d'ailleurs, mais déjà, ce qui est incroyable, c'est comme il est revenu parce qu'il avait une blessure hyper grave. Il est revenu à un niveau incroyable. Après, peut-être le seul problème, c'est que il a tellement travaillé beaucoup pour pouvoir revenir pour les playoffs. Est-ce qu'il n'a pas brûlé quelques étapes? Ça, c'est un peu un grand classique. Mais quand on voit l'utilité qu'il a en playoff et puis que jusqu'à encore un match en arrière, il avait 10 points en 12 matchs, ça peut se comprendre. Mais après, c'est vrai qu'il a besoin d'un gros été pour bien se retaper, je pense. Oui, parce que Ah, puis, justement, là, finalement, on peut dire que l'effort, il est évident chez lui. Il est peut-être même un petit peu en sur-régime par rapport à sa réelle capacité physique. oui, évidemment, quand t'as le rythme des matchs, et surtout en playoff, la qualité des matchs fait que pour rattraper cela, lorsque t'as pas joué pendant plusieurs mois, c'est pas facile. Et surtout, il y a quand même dans l'équipe de Genève à vocation défensive, vraiment très défensive. Il y a Jacques May, il y a Carrère, il y a Morer. Après, c'est assez offensif. Donc, l'arrivée de nouvel étranger qui va remplacer Tom Ernest, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire et défensivement, va peut-être aussi permettre à Vatanen d'être vraiment plus concentré sur l'offensive et justement utiliser ses qualités. Mais avant cette blessure, cet acte 1, c'était le meilleur défenseur offensif des playoffs. Donc, il est très important que Genève le garde et puis il a un contrat encore en cours. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Genève Servette. Mais on peut Ouais, puis comprendre justement la crainte peut-être du supporter qui se dit justement il a un contrat en cours et le Vatanen que l'on voit aujourd'hui ne sera peut-être pas le Vatanen que l'on peut voir sur toute une saison, la saison prochaine justement. mais ça, Philippe, c'est le problème de tous les étrangers qui ont un certain âge qui reviennent de NHL à un moment donné. Combien de temps ils vont encore pouvoir livrer la marchandise? Et ça, c'est une des grandes énigmes aussi par rapport aux joueurs de Genève, puisqu'il y a un Phil Poulain qui est dans le même cas. Et puis même si tu vas aller plus loin, regarde un Pouliot qui est en train de faire des playoffs incroyables. Mais voilà, le problème, c'est que ce qui les guette, c'est l'âge. Parce qu'au bout d'un moment, c'est physiologique, tes performances, elles diminuent. Tu es moins fort physiquement, tu es peut-être un peu moins rapide. Alors, par exemple, si on prend Vatanen, lui, il pense très vite, il a une qualité de passe extraordinaire, c'est vraiment quelqu'un de créatif. Après, sur les pieds, il n'est pas hyper rapide, mais il pense vite, il anticipe bien. Alors, jusqu'à un certain point, tu peux compenser, mais après, si on regarde, même sur cette finale, pardon, il y a aussi des joueurs du côté de Bienne qui sont anciens. Ça dépend des gens, de la chance, de l'hygiène de vie, de plein de choses. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un gars qui est pétri de talent et qu'il aura besoin d'un gros été pour se retaper, mais comme beaucoup de joueurs. Allez, je vous propose encore une troisième question. Il y en a eu plusieurs, mais je vous propose une dernière question avant de partir sur la thématique principale quand même de cette émission. Je voulais, je, Très veux- bien. je voulais Ouais, juste rajouter un truc sur Vatanen. ouais. Aussi, par rapport aux autres étrangers, il a quand même que 31 ans. Si on compare à des Pouliot qui est naturalisé, à des Winnie, qui a des Filppula. Donc, il est défenseur. Donc, il a encore des belles années devant lui. Et moi, je suis pas du tout inquiet pour Vatanen pour les années à venir. Mhm. Ouais, voilà. Ok. Mais il a déjà une belle carrière NHL, quoi. Ah ouais. Une belle carrière, belle fin de carrière qu'on lui souhaite du côté de Genève, bien sûr. Allez, troisième question, la dernière, de Pierre-André de Sion. C'est une question un peu technique. Il dit, est-ce que
En dehors de l'aspect physique, comment peut-on techniquement ralentir une équipe comme le HC Bienne? La zone neutre, l'éternelle Bah, zone Alors neutre. justement, c'est filtré en zone neutre, mais voilà, cette fameuse Ça trappe. non, s'appelle le On entend filtre. beaucoup parler de la trappe, mais peut-être ce serait bien ouais, d'expliquer un moi, petit peu moi, à moi- l'auditeur lambda ce qu'est une moi- trappe. ouais, mais moi, je suis pas, je vais même plus loin. Moi, je crois que pour filtrer la vitesse de Bienne, c'est surtout les jeux dans la dernière passe du côté de Genève Servette quand on a le contrôle du puck. C'est-à-dire que lorsque tu es organisé, que tu es sur un 1-2-2, ce qu'on appelle une trappe, donc on appelle le F1 qui est dans le centre de la glace, F2, F3, c'est les deux ailiers qui doivent couvrir les bandes, et puis tu as les deux défenseurs. Et l'idée, c'est d'essayer d'amener les gens avec le puck au milieu pour resserrer tout ça et qu'on n'arrive pas à Un rentrer en entonnoir. contrôle dans la zone, un entonnoir. Mais par contre, ce qui est vraiment dangereux pour Bienne, pour Genève, pardon, quand il y a un shoot à la cage, un deuxième puck, il y a un long rebond, puis que là, il y a une contre-attaque qui sont très, très vite là-dessus, ou lorsqu'on est derrière la cage et qu'on force des jeux à faire des passes qui partent de derrière la cage en direction de la cage adverse, donc en direction de ton gardien, et qui sont interceptés. Puis là, tu te fais contrer. Et là, il joue très, très bien les surnoms. Vous rappelez ce qui est arrivé hier, c'est derrière la cage chez Artikainen qui, malheureusement, Sakan se bloque dans la bande. D'un coup, les trois joueurs qui sont profonds dans la zone offensive. Et du coup, il y a une contre-attaque, un 2 contre 1. Rayala joue parfaitement la passe du Beken et Salinen rate son shoot. Il doit la lever. Et puis, Maillard fait un bel arrêt. Mais ça passe par là. Ça passe sur le management du puck et réduire les passes à risque pour pas avoir des contre-attaques et qui te tuent complètement. Mais Et d'ailleurs, un des meilleurs moyens de contrer une trappe, c'est un jeu de transition rapide. Mais pour ça, il faut les joueurs qui vont avec. D'ailleurs, pendant des années, ça a été le fonds de commerce de Davos et Delcourteau. Ils choisissaient ces joueurs en fonction de la vitesse des gars qui étaient capables de faire une bonne première passe et d'un jeu de transition rapide. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça a amené un petit peu, parce que faut dire les choses comme elles sont. Quand la trappe a débarqué, c'est notamment Jacques Lemaire avec les New Jersey qui a commencé à faire ça. C'est là qu'on a commencé un peu à s'ennuyer, parce que des fois, les jeux de trappe, ça peut devenir très, très, très... Et encore plus quand tu as des patinoires qui sont plus petites, parce que tu as moins d'espace, avec des joueurs plus gros, avec de la vitesse. Mais voilà, du coup, c'est un jeu attentiste. Et puis, c'est pas forcément le jeu le plus spectaculaire, mais comme souvent en playoff, on spécule sur la première équipe qui va faire une faute, bah, la trappe, c'est un peu le remède. Mais d'ailleurs, si pour les, en guillemets, les fans du hockey suédois, souvent les playoffs en Suède, c'est un peu ennuyeux parce que c'est de la trappe à outrance, quoi. Et c'est aussi pour ça que les Scandinaves adorent jouer en Suisse parce que c'est beaucoup plus ouvert. Mhm. Voilà, ben, c'était notre troisième et dernière question de la soirée. Merci à Pierre-André de Sion donc, de nous l'avoir posé. Techniquement, c'est vrai que c'était intéressant d'évoquer ce qui est devenu un langage populaire dans le milieu du hockey sur glace depuis maintenant quelques années. Bien, messieurs, on s'intéresse maintenant à cette manche numéro 4, Laurent. Ouais, alors je voulais justement, comme on est sur la trappe, je voudrais rebondir et puis parler un peu tactiquement aux gens, aux auditeurs qui nous écoutent. En fait, je voudrais revenir sur le goal 1 et 3. En fait, on se retrouve dans une situation où, et c'est vraiment la zone neutre, c'est vraiment un secteur de jeu qui m'intéresse beaucoup. Donc, on se retrouve dans une situation où on est 1-2-2, donc une trappe. Et puis, il y a Genève qui fait une sortie de zone contrôlée. Donc, ils ont le plein contrôle derrière la cage. On va pas les chercher. Et du coup, ça amène cette sortie de zone. Ce qu'on appelle le double swing, c'est-à-dire que du coup à gauche, ce qu'ils font, c'est que il y a d'abord Pouliot qui vient faire l'arrondi pour recevoir la passe, et Pouliot va prendre le milieu de la glace, et à ce moment-là, c'est Bertaggia qui prend la bande, et puis on donne le puck à Bertaggia. Et du Extérieur. coup, là, le joueur qui est de ce côté-là, il se retrouve embêté à jouer un 2 contre 1. Et en fait, c'est là où j'ai été un petit peu étonné hier au niveau du coaching staff de Biel et de la non-réaction par rapport à ça, c'est que la seule solution pour contrer ça, c'est au lieu de jouer à 1-2-2, tu joues à 1-3-1. Je m'explique. Ça veut dire qu'il y a un des deux défenseurs qui doit prendre Pouliot quand il prend le milieu, et l'ailier, il reste tout le temps avec Bertaggia. Et tu mets de la pression sur Bertaggia pour pas qu'il fasse une bonne passe. Et là, du coup, tu filtres un petit peu la zone neutre, et puis tu as un 2 contre 2 finalement qui est beaucoup plus difficile à jouer. Et c'est une adaptation, et ça, c'est le côté positif. Et il gagne le match comme ça. Donc, félicitations au coaching staff et à Cadieux sur cette sortie de zone contrôlée, et notamment à Bertaggia, parce qu'il les donne parfaitement au bon moment. Et surtout, on n'a pas réussi à s'adapter à ça.
et ça a surpris deux fois Bienne, et on est en finale des playoffs. Et une fois, c'est déjà beaucoup. Sur une situation statique, de se faire battre comme ça, c'est assez rare. Et je crois que là, on va beaucoup travailler du côté de la vidéo, du côté de Bienne, pour pas que ça se reproduise. Question. Oui, alors moi hier, j'étais au match. Et comme j'ai dit, le premier tiers, je l'ai vu au bord de la glace. C'était très intéressant. Déjà, je vais revenir sur une déclaration qu'avait fait Marco Miranda, qui avait dit qu'en fait, et très justement d'ailleurs, que le match d'avant, ils avaient dominé, qu'ils étaient plus forts. Et à quelque part, c'est un peu avec ces convictions-là qu'ils sont rentrés sur la glace. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est bien se rendre compte, c'est que hier, ils étaient déjà en mode survie, parce que si hier, Genève perdait, ça veut dire qu'il y avait 2 balles de match pour Bienne. Et je pense que peut-être ça s'est un peu vu. Et alors moi, ce que j'ai vu depuis notamment le bord de la banque, surtout au premier tiers, c'est que dans le jeu physique, Bienne a pris l'ascendant. Bienne a été très embêté. Alors c'est drôle parce que quand on parle avec les gens de Bienne ou avec les gens de Genève, ils ont le même discours. Ils disent tous, ouais, mais on tire pas assez, on marque pas assez. Alors c'est plus vrai du côté de Bienne. Ils tirent pas assez. D'ailleurs, les shoots le prouvent, hein, les statistiques de shoot. Il y a 10 shoots, 8 shoots de plus du côté de Genève. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça, il faut le mettre au crédit de Cadieux, c'est qu'il a mieux coaché hier soir. Ça veut dire que déjà en temps de jeu, juste c'est presque un événement. C'est la première fois depuis le début de ces séries que le joueur le plus utilisé, il n'est pas du côté de Genève, et c'est pas Tom Ernest. C'est-à-dire que Tom Ernest, hier, il a 23,47 de temps de jeu versus, bon, c'est pas beaucoup, hein, 23,57 de Victor Lowe. Mais d'habitude, on sait qu'il y a une grosse balance du côté de Genève tout le temps. Et l'autre chose aussi, et moi, c'est très intéressant, surtout au premier tiers, moi, j'ai vu dans les duels, hier, Artikainen, il était fatigué, il tombait souvent. Et il était souvent pris en charge. Alors ça, c'était vraiment magnifique. Tu aurais adoré, Laurent, comme il était pris en charge par les défenseurs de Bienne. Mais il était un peu crevé. Et la force, je dirais, hier soir de Cadieux, c'est que d'une part, il a beaucoup plus utilisé son deuxième power play, déjà premièrement. Alors, la raison, on ne la sait pas. Est-ce que c'est parce que justement Vatanen et Phil Poula sont blessés? J'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il les a plus utilisés. Et alors, on va revenir sur ce quatrième bloc, parce que hier, c'est le quatrième bloc de Genève qui fait gagner l'équipe. Mais parce que, en qualité, le quatrième bloc de Genève hier soir était plus fort que celui de Bienne. Mais au-delà de ça, on a enfin retrouvé le vrai Bertaggia. On en a parlé au début. Bertaggia, bien sûr que le gars qui a fini par allumer la mèche, c'est Pouliot. Mais n'empêche que c'est Bertaggia qui a donné les impulsions. Et je dirais, c'est presque dommage, parce que hier, il fait un grand match et il joue même pas 10 minutes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les on guillemets, gros joueurs en attaque de Genève, ils sont à 14 minutes hier soir. Donc, la vraie question, c'est est-ce que c'est parce qu'il les a gérés, ou c'est parce que simplement ils ne pouvaient pas donner plus parce qu'ils sont blessés? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que d'une certaine manière, ça a pesé dans la balance. Et hier, on a beaucoup vu des gars comme Miranda, justement, dans les défis physiques, ils étaient vraiment bons. C'est vrai que Bertaggia, honnêtement, alors, je vous dis, depuis le bord de la glace, il a une pointe de vitesse, il a un impact physique. Il n'est pas gros enfin, en hauteur. Par contre, il est vraiment dur. Il est dur dans les Ah, mais duels. il fait 1,73 m, ouais. Ouais, c'est ça, il n'est pas gros. Il est comme Joe Schliemann. Mais c'est juste pour dire. Mais alors, vraiment, vraiment, depuis le bord de la glace, c'est un petit pitbull, hein. Il y va. C'est un gars, on voit qu'il est fait pour les playoffs. J'espère vraiment qu'il va être utilisé plus sur les prochains matchs, parce qu'il le mérite. Et puis, encore une fois, ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est que Pouliot, il fait un peu la pluie et le beau temps, c'est-à-dire qu'il prend souvent des pénalités, mais qu'est-ce qu'il est important. Il y a tellement peu de buts marqués. Regardez, sur les 5 derniers matchs, il marque régulièrement. Ça, c'est très important. Et puis, la dernière chose qui va être vraiment super important pour la suite, c'est effectivement la suspension de Maurer. Attention, comment ils vont gérer ça? Parce que là, Maurer, il a pas aidé son équipe, mais vraiment pas. En plus, avec un carton, on savait que c'était dangereux. C'est vraiment con de l'avoir pris comme ça, parce qu'il est allé parler à l'arbitre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit, en tout cas, le match vu d'en bas, quand on voit la dimension physique du jeu, eh ben, Maurer, même quand il fait des fautes, l'air de rien, devant les goals, il va peser, parce que Folmin, je sais pas ce que ça va donner quand ça va brasser devant les goals contre Ouais. Genève, donc Si vous contre avez Bienne, déjà pardon. vu les cuisses de Maurer, c'est quelque chose d'incroyable. Puisqu'on parle de ça, c'est une petite image qui me Alors, passe par la tête comme ça, alors, mais j'ai jamais vu ça. C'est alors une masse incroyable.
je vous invite à voir le fessier à Artikainen. Artikainen, d'accord. Ok, On l'a ok. vu Le avec Laurent, fessier je peux vous dire. m'intéresse pas trop, mais c'est Mais incroyable. alors, c'est ça que je voulais dire. C'était super intéressant hier, vu de la glace. C'était super intéressant de voir comment. Ah, j'ai un blanc. Le défenseur de Forster, Bienne, Forster, ouais. Forster. Forster, euh, mais c'est vraiment ces deux tanks qui s'affrontent, hein. Je veux dire, ils se mettent des charges les uns à l'autre et il n'y en a pas un qui tombe, mais c'est massif, quoi. C'est très, très dur. Et je pense que ça doit être usant physiquement, c'est très usant. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'hier, c'est ce qui était flagrant, c'est qu'Artikainen, il faisait un match où il était peut-être, je pense, un peu moins bien physiquement et il tombait souvent parce qu'il justement, il a toujours cette manière d'utiliser la bande, de mettre son dos en opposition. Et là, il est tombé plein de fois, comme si les jambes le lâchaient un peu parce qu'il était un peu crevé, quoi. Et je pense que la fatigue va être super importante. Et c'est pour ça que je dis que hier soir, euh, Genève, ils ont mis un gros point parce qu'en plus, en termes de gestion de coaching, c'était intelligent, c'était bien réussi. Alors après, il fait de jeu, les goals annulés, pas annulés, ça c'est une chose. Mais je pense que maintenant, sur les 2 ou 3 derniers matchs qui va rester, le mental va être hyper important. Comment Mhm. ils vont gérer la fatigue. Et je pense que les gros joueurs, style Phil Poula, tout ça, je me réjouis de voir comment ils vont gérer tout ça. Non, Ok, moi je voudrais rajouter, déjà faire un petit retour sur la série, hein. Juste comme ça, qu'on se mette bien les choses en tête. Mais premier match, c'est Genève qui gagne 2-1. Deuxième match, c'est Bienne qui gagne 3-2. Troisième match, c'est Bienne qui vient gagner 2-1 à Genève. Quatrième match, c'est Genève qui vient gagner 3-2 à Bienne. Donc, Plus serré, les tu petits peux pas. détails, plus serrés, tu peux pas. Ensuite, je vais revenir sur la composition. Retour d'Ischier, Kessler qui était apte, Chian surnuméraire, retour de Sateri dans les buts. Et du côté de Genève, retour de Phil Poula, pardon. Ensuite, ce qui a un petit peu changé, c'est que dans le line-up, on a redescendu Pouliot qui a fait un petit peu des va-et-vient à l'aile sur le deuxième bloc, qui est descendu en quatrième bloc avec Bertadja et Smirnov. Et surtout, on a remis Rod, Praplan et Tanner Richard. De l'autre côté, le Ischier est venu sur le quatrième bloc avec Froidevaux et Schlepfer. Donc voilà un petit peu les mouvements. Maintenant, je viens pour moi sur l'effet de match. L'effet de match, c'est l'entame de match, les trois grosses occasions de Kessler, qu'on a déjà dit, la grosse occasion de Salinen. Et souvent, hier, les commentateurs, ils disaient Salminen. C'est Salinen. Salinen, je précise. Il y avait Salmainen qui avait joué à Ça, Genève. c'est du Donc, péronisme. ouais, c'est du péronisme. Le breakaway de Froidevaux, du le goal annulé pérotonisme. de Froidevaux, le goal annulé de Froidevaux. Donc ça, c'est des faits de jeu. Voilà, Maintenant, celui-là, je il fait viens mal parce vraiment. qu'il est beau, hein. Vraiment, il est beau, ça Ouais, fait mal. il est vraiment magnifique. Il a vraiment bien entendu. Maintenant, je viens sur les gardiens, puis après, on va parler un peu des stats collectifs. Les gardiens, Sateri, hier soir, c'est 90,62% d'arrêt. C'est pas dans ses standards. En finale, c'est 92, 78 de moyenne. Et pendant la saison régulière, il était à 93,48. Pour ce qui concerne Maillère, c'était 90-48, 91-01 durant la finale et 94,23 durant les playoffs. Donc voilà, ça a un petit peu baissé, mais je pense que c'est du fait que les attaquants sont très bons. Maintenant, Mais il y a Laurent, avec ouais, moins de shoot. Avec moins de shoot. avec moins Ah, de c'est shoot, ça aussi. mais ouais, mais il y a moins de shoot parce que on est dans le management du puck et dans les situations, on arrive à créer vraiment des shoots dangereux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus patient et lorsqu'on a le contrôle du puck, ça amène des situations, des deuxième, troisième puck, des rebonds Ouais, c'est qui juste. sont Ouais. assez difficiles à jouer. Donc là, ça a amélioré. Maintenant, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment fou, moi, ce qui me choque complètement, c'est l'efficacité scoring. Donc, ils sont à 9% pratiquement, bien, donc ils sont dans leur standard. Genève est toujours à 5,52, donc c'est difficile. Mais par contre, là où c'est fou et qui est 2-2 dans la série, c'est que Bienne arrive avec un power play, un box play et un face-off vraiment insuffisant. C'est-à-dire que en power play, ils sont à 7,69, au box play 83,33, ça fait 91% de moyenne. Donc c'est faible hein, pour une finale. Et au face-off, ils sont à 46,39. De l'autre côté, on est à 109% si on prend le box play, le power play, et à 53,61. Donc c'est des secteurs de jeu qui sont très importants, surtout avec deux équipes qui aiment avoir la possession du puck. Euh, Maintenant, moi, mon analyse, elle est peut-être un peu dure, mais moi, j'ai deux problèmes avec chaque équipe. Le premier problème, c'est la ligne As Olofsson offert.
c'est une bonne ligne. Olofsson, il touche les montants souvent, mais c'est un point chacun en 4 matchs. C'est ton premier bloc, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Ensuite, de l'autre côté, c'est je mets Tom Ernest avec eux. Tom Ernest, Joris, Omar Kartikainen, c'est un point chacun. Joris 0 point et surtout, ils sont à -3 les 3 attaquants et -2 Tom Ernest. Donc là, ça peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est tellement équilibré, c'est que pour moi, ça reste le premier bloc. Artikainen, Omar, Joris, peu importe dans le line-up où on le met, mais dans la tête du coaching staff, ça reste le premier bloc. Et puis As, ça reste le premier bloc aussi. Pour moi, ça va jouer là-dessus. Moi, je reste persuadé que les performances des gardiens et quand une de ces deux lignes, du côté de Bienne ou du côté de Genève, va se réveiller, c'est ce qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très insuffisant des deux côtés. Et je crois qu'on attend plus de ces 6 joueurs-là offensifs. Et je crois que ça peut jouer là-dessus. Ouais, bah, en fait, c'est marrant ce que tu dis, Laurent, parce que c'est exactement pour ça que je dis l'importance du quatrième bloc, parce que finalement, ces joueurs-là, pourquoi ils sont moins bons? Parce qu'ils sont pas devenus mauvais. Je pense qu'ils sont aussi un peu, je pense, un peu fatigués parce que c'est des longues séries et tout. Ils ont beaucoup joué en temps de jeu. Et là, typiquement, moi, hier soir, tu vois, ben, je regardais Bertaggia. Il a une certaine fraîcheur parce qu'évidemment, il joue moins. Donc, quand il a une énergie incroyable. C'est pour ça que si tu regardes bien, que ce soit du côté de Bienne ou du côté de Genève, c'est souvent les joueurs de 3 ou 4e bloc qui ont mis des goals parce qu'ils sont peut-être un peu plus frais. On a eu l'exemple de Stempfli, mais finalement, tu regardes, franchement, il a été, je dirais, plus décisif. Je parle de Bertaggia que Pouliot, c'est vraiment, il met la touche finale. Mais ça vient vraiment de Bertaggia. Et pas c'est des gars qui ont finalement eu assez peu de temps de jeu et qui ont une certaine fraîcheur par rapport à. Voilà, hier, vraiment, Artikainen, il m'avait l'air un peu cramé, mais on sait très bien que le match d'après, il peut nous remettre 2 points, je le sais. Mais en tout cas, je remarque une chose, c'est quand c'est comme ça serré, c'est souvent finalement les 3 ou 4e blocs qui font la différence, à profondeur. Ok, bah moi je vais répondre. Je suis peut-être d'accord sur le début de la série, mais là c'est un best of three et là ça va être la qualité Oui, est-ce que ça change individuelle quelque des chose? joueurs. Est-ce que Oui, ça va oui, changer quelque chose? oui, justement, ça va changer quelque chose parce que chaque match est décisif maintenant. C'est-à-dire Ouais, que c'est clair. là c'est une finale en 3 matchs. C'est une finale en 3 matchs finalement. Donc l'avantage de la glace, on y revient, mon cher Philippe, mais ça C'est peut vrai, avoir un je suis facteur. d'accord. Et on en avait parlé bien avant les playoffs. Hein. Et la deuxième chose, c'est que là, c'est tes joueurs majeurs qui vont te faire gagner ou te faire perdre. C'est ces meilleurs joueurs parce que là il y a une dimension mentale et de pression de résultat qui est à son paroxysme. Ça veut dire que quand je parle de ces deux lignes là, c'est pas par hasard. C'est pas ton 4e bloc et ton 3e bloc qui va te faire gagner demain, mardi et éventuellement jeudi. C'est tes joueurs majeurs. Et évidemment, je te rejoins sur une chose, Christian, c'est la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. Donc, je pense que on a pris conscience de ça du côté de Cadieux hier soir, et on a dû en parler beaucoup pour essayer de amener du temps de jeu un peu réduit à tout le monde, surtout dans les temps faibles des matchs, pour pouvoir avoir de la fraîcheur pour Stack 5. Mais malgré tout ça, même la fatigue, même le mental, quand un joueur de très très haut niveau ou un joueur de très haut niveau, la différence, c'est pas la technique, c'est le mental. Et c'est là-dessus qu'on va voir les joueurs. Et aussi ta capacité à avoir déjà gagné. C'est-à-dire qu'il y a des deux côtés, il y a des joueurs qui ont gagné des choses, que ce soit dans les championnats ou en sélection. Donc là, on va voir, pour moi, samedi soir, on va voir les joueurs de classe mondiale. C'est les joueurs de Ouais. classe mondiale qui doivent faire la différence. Ouais, puis je pense que tu peux rajouter, que tu parles de mental, tu peux rajouter les gardiens. Le premier qui va Oui, ben, craquer. j'en ai parlé avant. Et là, Ouais, pour ouais, moi, mais c'est juste, il y a un avantage à à Bienne Bienne. par Ouais. rapport à la fraîcheur.
Et connaissant le coach de Bienne, Tormainen. Tormanen, on peut se poser une question. Est-ce qu'il va pas nous faire le coup de mettre Van Pottelberg et de ramener Chian dans le line-up? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Non, Moi, moi, je pense que là, il m'a toujours Uniquement étonné. à cause de la position du gardien? Parce que qu'apporterait Chian de plus dans le jeu aujourd'hui? Ce qu'il apporte de plus dans le jeu, c'est notamment en boxe. Ce qu'il apporte de plus dans le jeu, c'est sa puissance physique. Et je vais même plus loin dans ma réflexion. Il y a Morer qui est suspendu. Ils ont un top 6 avec un Vatanen qui est blessé, un Lecoultre qui a été longtemps blessé. Et des fois, tu es rattrapé par la patrouille. Hein. Ça veut dire que tu as des super performances et d'un coup, tu as un coup de mou. On ne sait pas à quel moment ça peut qui arriver. aime pas le jeu physique. Et Folmin qui aime pas le jeu physique. Folmin qui aime pas le jeu physique. Donc le fait de mettre Van Pottelberg, ça peut, c'est une idée. Hein. Après, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Mais comme il a gagné, qu'il est rentré dans la tête des Georges Jelbois, que Chian a un gros impact physique et Morer est absent pour raison de suspension, à mon avis, ils ont dû en parler. Je dis pas qu'ils vont prendre cette décision, mais ils ont dû en parler. Ils ont dû en parler. Donc, du coup, voilà. Avec tous ces paramètres-là, moi, je redis, la dimension de ce match-là va être faite par les joueurs de classe mondiale, que ce soit des joueurs suisses ou des joueurs étrangers. Et je le redis encore, je reste persuadé que ça va aller en 7. Est-ce qu'on peut dire que le fait pour Bienne de jouer le prochain match à l'extérieur, ça permet peut-être justement de jouer un petit peu plus, je ne veux pas dire l'apprenti sorcier, mais pas loin finalement? C'est complètement ça. C'est-à-dire que, évidemment, que si tu regardes la situation, c'est best of three. Il y a 2-2 dans la série, évidemment. Le championnat régulier, Genève a fini premier et Genève joue à la maison. Donc, le favori de ce match-là, par rapport à la dernière victoire, c'est Genève. C'est toujours comme ça en playoff. C'est l'équipe qui a gagné en dernier qui reprend un peu l'ascendant. Donc, évidemment, à Bienne, ils vont leur laisser le puck. Mais par contre, tu peux laisser le puck à l'adversaire et avoir des séquences où par moment, quand tu sens qu'il y a un petit peu de fatigue ou des changements un peu plus longs, tu mets de la pression. Et c'est pour ça que moi, j'estime que Morer a fait une grave faute professionnelle. C'est bien que sûr, bien sûr. Peut-être qu'à ce moment-là, de jouer à 7, c'est difficile de faire revenir un joueur dans le line-up. On va pas faire rentrer Obitu qui est étranger parce qu'on va jouer avec nos 6 étrangers qui sont potentiellement en santé. Donc, ça veut dire que si du côté il y a des longues séquences dans la zone défensive en possession de puck ou sur du pressing, là, tu peux éventuellement te cramer et te fatiguer et ça peut faire la différence à ce niveau-là. Donc voilà, impatient de voir ce match 5, mais moi, je redis ce que j'ai dit tout au début lorsqu'on a parlé de Stack 4. Pour moi, c'est la ligne à Joris et la ligne à As. Ça doit monter le niveau de jeu au niveau des statistiques et ça doit mettre des goals importants dans ce match-là. Et c'est ces lignes-là, ces joueurs-là qui doivent faire la différence sur Stack 5. Et pour finir avec Olofsson, c'est un mec qui est en panne de confiance, par contre, qui a un énorme shoot. Qui a shooté plusieurs fois sur les montants dans les séries et notamment en finale. Et s'il en plante un, après ça peut être dangereux parce que quand même il a du skate et on lui reproche en disant oui, on le voit pas dans le jeu, mais c'est pas un gars qui a un gros volume de jeu. C'est As pardon qui a un gros volume de jeu, mais c'est un mec par contre sur 3-4 mètres qui a des fulgurances et qui a un shoot. Donc c'est ça qu'on lui demande. C'est ce qu'il faisait très bien à Langnau, ce qu'il a fait très bien durant la saison. Maintenant, il doit lever son niveau de jeu. Et de l'autre côté, Artikainen doit marquer des buts, mais Omar doit lever son niveau de jeu parce que Joris, dans l'ensemble, il fait quand même son travail. Mais le problème, c'est qu'Omar, il souffre physiquement et en vitesse, surtout dans la vitesse d'exécution par rapport à la vitesse des joueurs et la puissance des joueurs biennois. Ouais, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ça va être un début de match incroyable parce qu'il faut absolument bien commencer. Et il ne faut pas oublier que le match 5, quand tu as 2-2, il est décisif puisqu'il donne des balles de match aux autres. Donc, c'est clair que Bienne, s'ils gagnent, eh ben, ils peuvent jouer le titre à la maison le mardi. Et dans l'autre sens, ils vont avoir une pression folle parce qu'ils doivent juste essayer d'égaliser pour pouvoir revenir. Donc, je pense que on va avoir, notamment de Genève, je pense, un très, très, très gros début de match avec beaucoup d'intensité, comme ils ont fait l'autre fois. Et puis après, moi, je pense aussi que finalement,
à quel point les blessés, parce qu'on ne sait pas les gars à quel point ils sont blessés, parce qu'on parle de niveau de jeu, mais finalement, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment des gars qui sont blessés du côté de Genève. Merci, Christian. On aborde les tout derniers instants déjà de cette émission, messieurs. Et je vois que Laurent Perroton a encore pas mal de choses à nous raconter. Allez-y, Laurent. Non, mais on voulait parler de rêve un petit peu. Rapidement, moi, ce week-end, je vais aller jouer mes quarts finales. Et puis ce soir, on a un long voyage. On va à Bordeaux, donc on va couper ça en deux. Donc j'ai prévu dans mon bus de mettre Suisse-France à 19h45 à Lausanne. Donc, je serai le seul dans le bus à être pour l'équipe de Suisse, mais ma foi, c'est comme ça. Ensuite, victoire impérative de l'équipe de Suisse, on en a déjà parlé. Maintenant, je voudrais revenir sur un truc qui m'a vraiment touché et puis que je vais vous raconter cette anecdote. Orlan Moret, qui sort son livre marqué, hein, vous avez mis une brève dans Planet Hockey, explique la précarrière des ex-hockeyeurs dans une perspective sociologique. L'histoire, c'est que j'ai eu Orlan Moret comme joueur, comme étudiant et j'ai été son expert de mémoire. Et l'histoire est encore plus folle, c'est qu'il jouait sur la même ligne que Benjamin et Benoît Moret, les deux jumeaux donc cousins, les deux jumeaux cousins d'Orlan. Et aussi, je les ai eus comme étudiants et j'ai été expert de leur mémoire également. Évidemment, je vais aller acheter cet ouvrage et je conseille à nos auditeurs d'en faire de même. Les échos que j'ai eus en résumant, ce livre est passionnant, ce qui nous anime tous finalement. Donc vraiment très impatient de lire ce livre et puis ça m'a vraiment fait plaisir de voir ce joueur évoluer. Et puis il a fait des brillantes études, donc félicitations à lui. Puis ensuite, pour finir, vous savez que comme on est très très professionnel à Planet Hockey à la radio, j'ai appelé l'hôtel où on dort à Bordeaux. Je leur ai fait acheter un beamer et puis samedi soir, après notre match, il y a Léman Bleu à Bordeaux, à l'hôtel, avec toute mon équipe. Donc, on va pouvoir voir ces deux matchs. Donc, on est très contents. Voilà. Bon, ça s'appelle la passion. Vous aviez encore une ou deux précisions à apporter, Christian ou Non, mais voilà, moi du côté des Vernets. Ouais, moi, je serai sur place. Demain. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'espère juste que aussi, à part ça, parce que je l'ai dit, c'est vrai, que le public les fans de Genève ont été vraiment exemplaires. Et j'espère juste que cette finale continue sur en termes de public et spectateurs, c'est vraiment, globalement, c'est quand même une belle finale avec pas de coups, en guillemets, salauds. Et je pense que ça aussi, l'air de rien, on a tout le temps dit, voilà, finale romande. Bah, je pense que du côté de la Suisse allemande, ils regardent une belle finale. Et ça, c'est aussi important pour le hockey roman. Et c'est important aussi parce que justement, on est des latins, finalement, on est des latins par rapport aux germanophones. Et je pense que on a un peu moins de soleil. Exactement. On a un peu moins de soleil, mais on est des latins. Et puis je voulais juste rajouter, pardon, une petite chose. Non, mais juste préciser que les audiences sont folles. Hein. Les audiences sont folles et vraiment, c'est extrêmement suivi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Surtout en Suisse romande. C'est vrai que la Suisse alémanique, ça se tasse un peu, mais il fallait s'y attendre. Mais c'est vrai que on fait partie du même pays. Quelque chose en Suisse romande. Non, mais Philippe, ça reste du très beau hockey. Ça reste du très beau. Et puis en Suisse allemande, est-ce qu'on fait partie du même pays? Ça, je sais pas. Hein. C'est le Français qui nous dit ça. Bon. mais il faudra une fois qu'on fasse un débrief avec notre ami Klaus Saug, déjà, premièrement. Ouais. Et puis, même avec toute sa mauvaise foi habituelle, il va être obligé de dire que c'est sympa. Et puis, l'autre chose. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On verra, on s'en fout. Mais bon, de toute façon, ça fait un moment que Langnau est plus dans le coup, donc voilà. mais non, je rigole. Mais je voulais juste rajouter une petite chose qui était sympa parce que c'était des anecdotes. J'étais avec la joyeuse équipe de Léman Bleu qui font les interviews. Et puis, on a eu la chance je les ai amenés. Ils ont pu interviewer notre ami Olivier Anken. Magnifique. Je vous dis un truc, ça fait 40 ans qu'il a été champion, mais toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui lui parlait, qui lui demandait des interviews. Franchement, il y a une culture hockey-abienne qui est vraiment sympa et Olivier Anken, il n'y a pas plus représentatif. C'est un Morgien qui parle le suisse allemand, qui est devenu biennois. Enfin, je veux dire, nous, on adore. Hein. Est-ce qu'il y a le contraire des gardiens actuels, c'est-à-dire Petit Rabelais alors oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'était drôle. Voilà, c'est un autre hockey sur glace. Oui, mais alors c'est ça que je voulais dire. Ce qui était très drôle, c'est qu'il a parlé avec Arnaud. Urfer. Et Arnaud le connaissait pas. À la fin, il m'a dit, mais il est incroyable ce gars. Puis je dis, mais oui, il est incroyable. Olivier Anken, c'est la passion.
Et reportage à voir sur les Mains Bleus, justement. Ouais, Exact. absolument. Bon, messieurs, je voulais encore dire un petit mot sur les U18, mais ça sera pour la semaine prochaine. De toute façon, on est en début de tournoi. Bon, ils ont perdu 4-2 contre la Finlande, mais il y avait de quoi mieux faire. Hein. C'est Exactement. une équipe qui est prometteuse quand même. Oui, et vous avez vu qui était dans les buts? Ah oui, c'était Huette, le fils de. Huette, le fils de, et il a fait un très bon match. Ouais, j'ai regardé un petit peu les reflets. Ouais, c'est dommage. Ils ont pris le 4-2 cache vide, mais de bonne augure pour la suite. Absolument. Alors, Laurent, dès qu'il y a un franco-suisse, il n'est pas objectif. Alors, n'oubliez pas qu'il y a évidemment le match à Genève, c'est ce samedi. Il y aura mardi encore un match à Bienne. Peut-être un dernier match, un 7e match à Genève la semaine prochaine. Et puis, surtout, n'oubliez pas que vous devez, oui, aller à Porrentruy et à Bâle pour aller voir ce championnat du monde des moins de 18 ans. C'est l'occasion de voir la nouvelle génération et ceux qui nous feront vibrer d'ici 5 ans, peut-être au niveau que l'on a atteint actuellement avec cette finale entre Genève Servette et Bienne. N'oubliez pas donc, le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux. Et on vous donne rendez-vous donc à partir de 18h, ce sera lundi pour le premier bloc, l'after. Merci messieurs d'avoir encore une fois participé à cette émission. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Il y a des rediffusions de cette émission et on va laisser le dernier mot à Christian Ponty. Et vive la finale Best of 3 du championnat suisse roman. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Et à très bientôt. Bye bye.